J'ouvre notre second débat. Il porte sur une réforme que le président de la République hésite à mettre en place, celle de l'euthanasie. Après avoir lancé le débat national sur la fin de vie, Emmanuel Macron avait promis un texte pour la fin de l'été. Il se fait toujours attendre avant d'expliquer ses hésitations, voir ce que pourrait contenir une nouvelle loi. On va détailler déjà le cadre juridique existant, la loi Claes-Leonetti, avec Fabien Recker. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, faire avancer en France le droit à mourir dans la dignité. Une cause qui doit trouver, comme je l'ai promis, une traduction dans une loi de liberté et de respect. Il existe pourtant déjà un texte qui encadre la fin de vie. Votée en 2016, la loi Claes-Leonetti renforce les droits des malades contre l'acharnement thérapeutique, mais à certaines conditions. Quand la maladie est incurable, que le pronostic vital est engagé à court terme et que les souffrances sont réfractaires à tout traitement. Dans ce cas précis, la loi autorise de mettre le patient dans le coma et d'arrêter ses traitements, dont l'alimentation, jusqu'au décès. Ce cadre-là, ça justifie d'arrêter des traitements qui sont administrés aux patients et qui maintiennent la vie du patient de façon artificielle. On va arrêter des thérapeutiques qui sont déraisonnables et qui maintiennent la vie artificiellement pour probablement pas de bénéfices derrière. Mais la loi ne répond pas aujourd'hui à toutes les situations. Par exemple, quand la maladie est incurable et que les souffrances ne peuvent être traitées, mais que le pronostic vital du patient n'est pas engagé à court terme. On ne parle pas d'une fin de vie dans les jours qui suivent, mais d'une fin de vie dans les mois, voire années qui suivent. Et là, dans ce cadre-là, on n'a pas aujourd'hui en France une loi qui permet finalement de raccourcir cette période et d'accéder à une fin de vie au moment où le patient le souhaite. La nouvelle loi devrait apporter une réponse à ces patients sans solution pour éviter le recours à une euthanasie à l'étranger comme en Belgique ou en Suisse, voire à une euthanasie clandestine. Faut-il autoriser une exception d'euthanasie? On en débat avec Corinne Imbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice apparentée LR de la Charente-Maritime et co-auteur du rapport Fin de vie privilégiée, une éthique du soin, rapport sénatorial évidemment. Denis Labelle, bonsoir et bienvenue, ancien chef de service des hôpitaux de Paris, coprésident de l'association Le Choix et auteur de ce livre Le médecin, la liberté et la mort aux éditions Plomb. Valérie Lepade, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université Sorbonne Paris Nord, ancienne membre de la commission SICAR de réflexion sur la fin de vie en France. Évidemment, Laetitia Krupa est restée à mes côtés. Corinne Imbert, dans votre rapport, vous proposez de renforcer la loi Claes-Leonetti sans aller vers une aide active à mourir. Pourquoi ce choix ? Parce qu'une évolution législative nous paraît d'abord répondre à une commande présidentielle, pas forcément... et puis parce que nous avons considéré, à travers les auditions que nous avons menées, conjointement avec deux de mes collègues, que la loi Claes-Leonetti avait quand même été un grand pas vers un apaisement de la fin de vie et c'était presque même si elle est mal connue et mal appliquée, elle a été votée, rappelons-le, en 2016, il y a un peu plus de 7 ans, et on peut tous regretter qu'elle soit mal connue et mal appliquée, mais que ça reste quand même une chance pour notre outil législatif d'avoir cette loi. Et nous préférions améliorer la loi que de s'engager, en tout cas dans le rapport, tel que nous l'avons rédigé. Vous avez vu que ce rapport, nous l'avons fait à trois. Nous étions 3 sénatrices et qu'il y avait un avis divergent qui est exprimé dans le rapport, mais qu'à notre niveau, nous avons préféré parler d'une éthique du soin, d'une fin de vie apaisée grâce à cette loi-là, parce qu'elle répond quand même à énormément de situations. Et on a toujours mis en exemple une maladie, la maladie de Charcot, qui est assez stigmatisant aussi pour les patients, comme étant une raison nécessaire et suffisante pour faire évoluer la loi dans notre pays. Voilà, donc c'était la position que nous avons prise. Donc pas de légalisation de l'euthanasie, on l'a bien compris. On pourra détailler et en reparler évidemment. Ce débat dure 3 quarts d'heure. Que dit le serment d'Hippocrate que font tous les médecins le jour où ils sont diplômés? Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Denis Labelle, est-ce qu'il faut changer ce serment et surtout changer la loi pour permettre l'euthanasie? Alors on va commencer par le serment.
Oui. Le serment, il n'y a pas un serment, hein, il y a plusieurs serments, parce que Hippocrate, c'était il y a bien longtemps. Il évolue et son régulièrement. texte a complètement évolué. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est le serment du Conseil de l'Ordre des médecins, hein, puisque la dernière version, c'est 2012, c'est marqué comme ça sur Internet, hein, avec une correction en 2020 qui est un peu différente. Alors bien sûr, il y a marqué cela dans le serment d'Hippocrate, mais il y a marqué plein d'autres choses que les gens oublient. Il est marqué « Je respecterai la volonté de mon malade. Oui. Je ne prolongerai pas l'agonie inutilement. Or, dans la loi Claes-Leonetti, on prolonge l'agonie inutilement, ce qu'on oublie de dire. C'est un point très très important. Ensuite, je soulagerai les souffrances. Moi, je voudrais savoir comment on peut traiter l'agonie, réduire l'agonie, sans augmenter les doses de sédatifs et de morphiniques. Là, il y a une incompatibilité. Bien sûr qu'on aide les malades à mourir quand on fait de la sédation efficace. Donc il y a une forme d'hypocrisie. Totale. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est qu'elle est mal connue parce que la plupart des politiques n'ont pas lu le texte d'application de la Haute Autorité de Santé de 2018 qui dit que, en effet, vous allez déshydrater l'individu, vous allez avoir une sédation fluctuante, c'est-à-dire d'abord on l'endort, puis ensuite s'il se réveille, eh ben, on lui refait une dose, mais encore faut-il être là pour lui refaire la dose. Il est prévu que le médecin doit passer 2 fois par jour quand il est en ville, et 3 fois en EHPAD. Vous voyez, le samedi et le dimanche, le médecin passait 3 fois en EHPAD. C'est ça, la loi actuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut la changer? Mais bien sûr. C'est absolument inacceptable. Ce protocole est inacceptable. Et puis en plus, elle ne répond pas à des indications fondamentales. Les maladies neurodégénératives, c'est pas seulement la maladie de Charcot, c'est beaucoup d'autres maladies. Et des gens qui ont des cancers, qui sont à un stade avancé, mais qui n'est pas terminal. Vous avez demain un cancer du pancréas, qui est évolué, qui est avancé. Mais vous n'êtes pas dans une situation pré-mortem. Il y a des gens qui se disent ça suffit, j'ai pas envie de continuer, il faut les entendre. Alors qu'avec la loi aujourd'hui, il faut quoi? Il faut être à quelques jours. Il faut être quelques heures, c'est marqué. Hein, voilà. Bon. Et les gens partent à l'étranger justement pour trouver la solution qu'on ne leur offre pas. Valérie Depade, je l'ai dit en titre là, on parle d'exception d'euthanasie. On en parle. Alors est-ce que c'est un terme juridique? Oui, parce que de quoi il s'agit? On s'est aperçu, beaucoup de rapports l'expliquent. Quand des soins palliatifs de qualité, le temps qu'il faut, sont proposés à la personne et qu'elle les accepte, bien souvent la demande s'arrête, mais pas dans tous les cas. Et c'est pour ça qu'on dit, puisque le maintien de la demande est exceptionnel, pourquoi ne pas créer une exception? Alors là, le problème est juridique, parce qu'une exception à quoi? On n'a pas un grand texte qui nous interdit l'euthanasie ou l'assistance au suicide et auquel on ferait exception. Si on fait exception, ce sera à des notions beaucoup plus générales, comme l'assassinat, l'empoisonnement, qui s'accordent quand même très mal de la question, ne serait-ce que l'élément intentionnel. Enfin, ce sont des crimes. Voilà, on est dans le pénal, oui. C'est pas du tout adapté. Sans prendre parti sur le fond, parce que c'est pas votre rôle, mais cette loi, est-ce qu'elle a quand même besoin d'être toilettée, même si elle est relativement récente? Alors, est-ce qu'elle manque de précision, par exemple? Est-ce qu'on peut dire ça? De précision, ça c'est les médecins qui le savent au moment de l'application. Je pense que cette loi est appliquée de façon très différente d'une équipe à une autre. Je sais, pour avoir travaillé avec des réanimateurs qui n'aiment pas cette procédure, parce qu'ils s'interrogent sur ce que vit la personne pendant ce temps de sommeil, à quoi rime ce temps de sommeil, enfin de sédation, qui peut se prolonger. On ne saura jamais, puisqu'elle ne revient pas exactement ce que vit la personne. Et puis, il y a quand même un angle mort, c'est ce que disait le docteur Lahaye, sans décider, parce que je pense que c'est une question sociétale qui revient au Parlement. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne veulent plus vivre, qui veulent que leur vie s'arrête, leur pronostic vital est engagé, on n'a aucune thérapeutique à leur proposer. Je crois que la première chose à proposer, c'est la vie, avec des soins palliatifs de qualité. Mais s'ils échouent, il va bien falloir poser la question à nos représentants. Oui. Corinne Imbert, est-ce que ces cas dont on parle justifient de changer la loi? Vous nous dites, c'est finalement ce que j'ai compris de votre première intervention, quand vous dites que ça concerne surtout la maladie de Charcot, bon, on ne va pas faire ça pour une seule maladie. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était celle qui était mise en avant. Je schématise un peu. C'était celle qui était mise en avant systématiquement, alors qu'effectivement, ce que disait le professeur, il y a d'autres pathologies. Oui. Et donc, s'il y a beaucoup de pathologies qui sont potentiellement concernées, pourquoi ne pas changer la loi? D'après vous, hein.
Parce que je trouve que faire évoluer la loi, alors encore une fois, la discussion n'a pas lieu au Parlement. Pour l'instant, on a fait une mission d'information conduite par 3 sénatrices. Et même si, à l'occasion d'une proposition de loi il y a quelques mois, nous avions eu ce débat ici au Sénat. Et c'est à l'issue de cette proposition de loi que j'avais demandé déjà de conduire une mission d'information sur les soins palliatifs et l'état des soins palliatifs dans notre pays. Je rappellerai qu'on en est au 5e plan. Et qu'on voit bien qu'il y a des grosses inégalités territoriales. On va détailler voilà, le manque de soins palliatifs. Mais c'est important parce que moi je pense qu'on irait peut-être un peu vite en besogne. Même si effectivement, il y aura toujours des situations difficiles à vivre pour les patients d'abord, pour leur famille, qui justifieraient peut-être une évolution législative. Je dis bien peut-être. Tant qu'on n'aura pas, à un moment donné, permis l'accès aux soins palliatifs à tous les patients, je pense que premièrement, il est là. Parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui, alors qu'on est au 5e plan, même si je sais que c'est beaucoup d'argent, mais qu'on puisse avoir autant de décalage dans tous les territoires et que les patients n'aient pas... Parce que quand ils rentrent dans une unité de soins palliatifs, la demande de mourir, elle diminue fortement, voire elle disparaît. Ouais. Je voudrais qu'on reste sur cette notion de choix, finalement. Un patient peut-il choisir sa mort? C'est vraiment la question centrale, évidemment, de ce débat. Je vous propose un témoignage. Elle s'appelle Sylvie Richard. On est en juin 2018. C'est une patiente qui est âgée de 67 ans. À l'époque, elle est atteinte d'un cancer incurable. Elle vient d'apprendre que sa demande d'euthanasie a été acceptée en Belgique. On l'écoute. Ma mort m'appartient et que je ne laisserai personne me la voler. Parce que pour moi, c'est ça. On me volerait ma propre mort. Et ça, je m'y refuse de toutes mes forces. Tous ces épisodes de ma vie font que, voilà, j'ai toujours dit que le jour où je serai atteinte d'une maladie grave, je veux partir dignement. Denis Labaille, est-ce que la loi, dans sa forme actuelle, prend suffisamment en compte, justement, le choix du patient ? Ah non. Qui a le pouvoir? Après, c'est presque... La question, elle est un peu triviale, mais c'est ça. Mais non, c'est le problème essentiel. Quand la maladie devient incurable, moi, je pense que le médecin doit rester là. Il doit continuer à accompagner son patient et jusqu'à la fin. C'est son rôle pour moi. Mais les cartes sont changées. La maladie est incurable. Le malade doit reprendre en main sa destinée. Ça me semble fondamental. C'est sa vie, c'est sa dernière liberté. C'est une liberté qui n'empiète en rien sur les libertés des autres. Ça me semble absolument essentiel. Et puis il y a une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas seulement des gens qui souhaitent l'aide médicale à mourir, mais il y a tous ceux qui ne le feront pas. Mais la loi modifie leur mentalité. En Belgique, par exemple, vous n'avez que 2,5% des gens qui demandent l'aide médicale à mourir. C'est pas important. 4% en Hollande, on arrive à 5% au Québec. Mais quand vous faites des enquêtes sociologiques, 80% des Belges ne veulent pas qu'on revienne en arrière parce que cette loi désangoisse. Elle existe depuis 20 ans. Hein. Et elle désangoisse. C'est-à-dire que même si je ne l'utilise pas, le fait même de savoir qu'éventuellement, quelle que soit la situation, je pourrais éventuellement l'utiliser, ça modifie complètement. Et ça, c'est essentiel. Encore faut-il, Valérie Depat, avoir dit ce qu'on souhaitait faire. Oui. Là j'ai l'impression qu'on est un peu en retard là-dessus aussi. Il y a des préalables. Le premier, vous en parliez, je crois qu'on y reviendra, c'est de proposer la vie avec des soins palliatifs. Et de savoir ce que veut la personne. Si elle se trouve à un moment dans un état de vigilance altérée, ça dure. Bon. Je pense qu'on ne touchera jamais, qu'on ne mettra jamais fin de façon anticipée à la vie d'une personne qui n'aura pas exprimé sa volonté. Et pour l'instant, les directives anticipées, c'est plutôt un échec quand même chez nous. Alors pour des raisons culturelles. De campagne d'information. D'information, et puis je pense, et je le comprends tout à fait, qu'on n'a pas envie de penser à sa propre mort. C'est pour ça que je pense qu'il faut le faire rentrer dans la culture, parce qu'on en a besoin. Et le faire rentrer dans la culture, je pense qu'il faut s'adresser aux jeunes. Par exemple, lors de la journée civique. Lorsque la mort paraît loin, lorsqu'on a la force de la jeunesse, on s'exprime plus facilement en expliquant bien à l'ensemble des jeunes qu'évidemment, ils vont sûrement évoluer dans leurs pensées et qu'ils pourront revenir à tout moment sur ces directives. Mais commencer jeune. Commencer à poser la question aux personnes jeunes. Plus on vieillit, moins on a envie de remplir les directives anticipées. Enfin bon, c'est aussi clair que ça. Hein, mais oui, c'est ça. Oui. Tant qu'on est jeune, ça paraît tellement loin. Ça paraît... Oui, mais alors si on remplit ça à 25 ans, on a le droit de changer d'avis. Voilà, c'est ça, on a le droit de changer d'avis beaucoup de fois. Elles sont modifiables jusqu'à leur application. Oui. Ça, il faudra bien le dire quand même. Évidemment. Corinne Imbert, finalement, ça rejoint un peu la question
de l'opinion publique des Français? Les Français sont-ils prêts à accepter l'euthanasie? Moi, je répondrais oui si l'on en croit les sondages. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, si l'on en croit les sondages. Ce qui suit, c'est est-ce qu'on doit légiférer selon les sondages? C'est un sujet. Il y a un tabou de la fin de vie. Il y a un déni de la mort. Il y a même un déni de la mort dans la formation des médecins. Sauf erreur de ma part. C'est qu'on en parle peu. C'est quelque chose qu'on a mis de côté. Avant la mort, elle se vivait en famille. Ça, c'est un premier sujet. Effectivement, ceux qui répondent aux sondages, alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas de gens malades, on est tous des malades potentiels, hein, mais la position, la réponse au sondage n'est pas forcément la même quand vous êtes bien portant, quand vous êtes vieillissant, atteint d'une maladie incurable. Et d'un autre côté, donc, ça vient... On atteint presque 9 Français sur 10, hein, le dernier sondage, on a cherché ça cet après-midi, c'est quand même... Oui, non, mais je ne conteste pas... Pas dans la marge d'erreur, vous voyez. Je ne conteste pas les sondages, j'essaie juste de prendre un petit peu de recul et puis pour me dire, ben voilà, si demain je dois examiner ce texte, voter, etc., voilà, on a écrit un rapport. On voit la lourdeur de la responsabilité que ça représente pour un élu et pour un parlementaire. J'entendais qu'effectivement, dans une démocratie normale, j'allais dire, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais effectivement, on n'obligera personne à choisir la date qui va mourir si le patient n'a pas envie, évidemment. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un référendum? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le président de la République en a envie. Moi, je pense que s'il tarde à sortir le texte et à donner le feu vert au texte, c'est peut-être parce qu'il a peut-être peur de ce que votera le Parlement et que ça ira au-delà de ce qu'il peut imaginer. On y reviendra sur les hésitations d'Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on parle des soins palliatifs avec un chiffre qui est donné par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. 100 000 patients y accèdent chaque année. En France, ça représente, selon la Société française d'accompagnement, moins d'un tiers de ceux qui en auraient besoin. Denis Laballe, est-ce que c'est pas là l'urgence ? C'est-à-dire avant de se dire est-ce qu'il faut réformer la loi, autoriser l'euthanasie, est-ce que c'est pas mettre plus de moyens sur les soins palliatifs? Mais c'est une panel de solutions qu'il faut trouver. Parce que les malades demandent des choses différentes. Il y en a qui veulent aller aux soins palliatifs, d'autres qui ne veulent pas. Il y en a d'autres qui veulent aller chez eux, mourir chez eux. Il y en a d'autres qui veulent rester à l'hôpital. Parce qu'ils sont bien dans un service qu'ils connaissent avec le personnel. Donc, il faut entendre cette variété de demandes. Les soins palliatifs, bien sûr, il faut encore que... Je pense qu'il serait bon que les médecins se forment aux soins palliatifs de façon ouverte, comme en Belgique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de frontière, comme c'est en France, entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Là, il y a vraiment un vrai problème, je dirais, idéologique. Donc les soins palliatifs, oui. Mais réfléchissons. Tous les gens qui vont en Belgique et en Suisse ne sont pas seulement les gens qui viennent des zones où il n'y a pas de soins palliatifs. Pour être clair. Ils viennent des zones où il y a des soins palliatifs aussi. Parce que ça ne correspond pas à leurs demandes. Oui. C'est important. Ça veut dire que le jour où on aura résolu le problème des soins palliatifs dans toute la France, et je suis pour, on n'aura pas forcément résolu le problème de la demande des patients qui veulent bien aller plus loin. Les uns les autres là-dessus, parce que Valérie Depal, est-ce qu'on peut faire le lien justement entre la qualité des soins palliatifs et les demandes d'euthanasie? Alors, en principe, non. Ce sont deux sujets différents qui sont malheureusement liés parce que le manque de soins palliatifs fait souhaiter aux gens de pouvoir recourir à l'assistance au suicide si ça se passe trop mal. Ce sont deux sujets différents. Je pense que la question d'un décès anticipé, médicalement assisté, doit se poser quand toutes les techniques qu'on peut proposer, enfin tous les soins qu'on peut proposer aux patients ont échoué. Le problème, c'est que comme on ne peut pas leur proposer, les personnes préfèrent se dire qu'au pire, elles passeront l'étape. Si c'est pas possible, et plutôt que d'agoniser sur un lit d'hôpital, dans un couloir, elles préfèrent décider du moment où ça va s'arrêter. Mais donc, si j'ai bien compris, vous dites on ne devrait pas... C'est tronqué, le jeu est tronqué. Mais quand même, vous nous dites, s'il y a de meilleurs soins palliatifs, il y a moins de demandes d'euthanasie, même si on ne devrait pas faire ce lien. C'est ce que disent l'ensemble des médecins, c'est ce que disent les médecins. Et c'est pour ça, important à noter. Ça ne devrait pas être lié, puisque les soins, l'assistance au suicide ne devrait se poser qu'après. Plusieurs pays, on a cité la Belgique, il y a plusieurs pays d'Europe qui autorisent l'euthanasie, les Pays-Bas, vous l'avez dit, la Belgique, le Luxembourg, Espagne, en Belgique, on est à près de 3000 patients qui ont eu recours à une euthanasie en 2022. Vous nous l'avez dit, Denis Laballe, ça représente 2,5% des décès recensés. C'est en constante augmentation depuis 2003, le vote de la loi. Seules 235 personnes l'avaient réclamé à ce moment-là. Sur ce thème, je vous propose un témoignage, celui d'Alan
Henry, qui est journaliste à Vaquita, réalisateur d'un reportage Euthanasie, s'exiler pour mourir. Il est avec nous en direct. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi des personnes qui étaient en grande souffrance et qui donc entrepris ces démarches pour aller mourir dignement en Belgique. Peut-être un peu de pédagogie. Comment la procédure est-elle encadrée en Belgique ? En fait, en Belgique, il faut 3 choses. D'abord, il faut pouvoir faire la demande soi-même. Ensuite, il faut être atteint d'une maladie grave et incurable. Et il faut qu'elle entraîne des souffrances physiques ou psychiques inapaisables. Ça, c'est le cadre légal de la loi en Belgique. Donc ça, c'est le cadre légal. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes, ça prend du temps, il faut aller plusieurs fois en Belgique, c'est ça ? Exactement. Nous, par exemple, on a suivi le cas de Sandra. Sandra, elle avait quasiment mon âge, c'est-à-dire la trentaine. Et elle habitait en Bretagne et elle a dû aller 2 fois en Belgique. Et donc, on a dû traverser toute la France dans une petite voiture. Elle pouvait même plus bouger. Donc voilà, c'est pour raconter un tout petit peu les conditions. Mais il faut y aller une première fois, rencontrer un médecin généraliste qui réalisera l'euthanasie, plus un médecin spécialiste ou un psychiatre. À ce moment-là, on rédige en fait la demande d'euthanasie. Et puis, normalement, techniquement, il faut laisser passer 1 mois avant l'acte en lui-même. Donc, ça veut dire qu'il faudra revenir une seconde fois. Merci beaucoup Alain Henry pour ce témoignage. En préparant l'émission, on a cherché combien ça pouvait coûter à des Français d'aller en Belgique pour pratiquer l'euthanasie. On trouve des chiffres qui vont jusqu'à 5 à 6 000 euros. Corinne Imbert, ça veut dire qu'il y a une discrimination face à la mort. Seuls ceux qui ont les moyens peuvent aller en Belgique pour faire ce choix. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi un argument pour dire changeons la loi ? Je n'ai pas la réponse. Hein. Oui, non, enfin, pour moi, ce n'en est pas un. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une réalité. Si quelqu'un qui veut avoir recours à l'euthanasie va avoir des frais, y compris celui qui veut avoir recours au suicide assisté et se déplacer en Suisse. Oui, bien sûr, il y a des frais et que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Le paradoxe, parce qu'on parle beaucoup de maladies incurables, aujourd'hui, tout est fait pour que les patients aient accès aux médicaments innovants. C'est-à-dire que d'un côté, on est en train de réfléchir à légiférer sur le suicide assisté ou l'euthanasie. Vous voyez, on parle des 2 sujets, alors que je pense que dans l'idée du président de la République, on n'allait pas jusqu'à l'euthanasie. C'est pour ça que je pense qu'il tarde à donner le feu vert pour le texte, parce qu'il a peut-être peur que ça lui échappe. D'un côté, on fait tout pour permettre que des maladies incurables aujourd'hui soient des maladies qu'on soigne demain. Il faut bien le reconnaître. On ne fait pas assez pour les soins palliatifs. Et oui, pour répondre à votre question, bien sûr, il y a un coût. C'est un fait. Donc, on ne peut pas le nier. Il faut noter quand même qu'en Belgique, le contrôle de la procédure se fait a posteriori. C'est-à-dire que même si le cheminement n'a pas été bien fait, de toute façon, la personne est décédée quand le contrôle est fait. Par la commission... Denis Laballe, quand même, est-ce que j'allais dire l'offre crée sa propre demande. C'est horrible quand on parle de ça, mais en même temps, c'est aussi un peu un business dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Donc, est-ce qu'on peut dire ça, par exemple, de la Belgique ? C'est-à-dire le fait d'avoir voté cette loi, régulièrement, le nombre de patients qui viennent en Belgique pratiquer... Il reste faible. Mais Et même s'il augmente, où est le problème ? Je veux dire, s'il reste dans des proportions tout à fait raisonnables, où est le problème ? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de la chose. Ouais. Je crois que ça ne me choque pas. Si vous voulez, on a 2,5%, 4% de la population, ça reste très faible. Et puis, je dirais, c'est le choix des gens. Je ne vois pas pourquoi on interviendrait pour leur dire, non, ça dépasse le quota qu'on a prévu. Et puis, les soins palliatifs ne répondent pas à tout. Ça, c'est une chose importante à le dire. La morphine, c'est un très bon produit. Ça soulage dans 80% des cas, très bien. Mais dans 20% des cas, vous avez des difficultés à manipuler la morphine. C'est pas simple. Et puis, les soins palliatifs ne règlent pas le problème des maladies neurodégénératives. Valérie Lepage. Oui, mais notre président a dit, il y a quelques mois maintenant, qu'il souhaitait qu'on lui propose un modèle français de la fin de vie. Et je pense qu'un modèle français, c'est un modèle qui va exclure, de toute façon, toutes les questions financières, comme l'assistance médicale à la procréation, en France, par exemple. Alors que c'est aussi un business... Ça veut dire que tout le monde sera égal face et c'est pour à ça, ce choix. Voilà, ça veut dire quelque chose, un modèle français. Ça veut dire respecter les grands principes qui fondent notre droit, et notamment notre droit médical ou biomédical. Respect de la dignité, consentement et exclusion de toute valeur marchande.
on le fait pour la vie, je pense qu'on le fera pour la mort. On peut l'espérer. Alors justement, ce modèle français, à quoi pourrait-il ressembler? Je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre tout de suite, puisqu'il y a effectivement un texte qui est en préparation depuis un certain nombre de mois, qui est aujourd'hui prêt. Que contient ce texte, Quentin? Eh bien, c'est dur à dire exactement, car il manque toujours les derniers arbitrages au sommet de l'exécutif. Donc, difficile de savoir à l'heure où l'on se parle ce que va contenir le projet de loi, effectivement, dont va être saisi le Parlement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais dans Le Monde, on a lu que le texte serait composé de plusieurs parties. Il s'agirait d'abord de développer les soins palliatifs, rebaptisés d'ailleurs soins d'accompagnement, car on le rappelle, en France, seul un tiers des patients concernés disposent d'un accès à ces soins contre la douleur, autre volet majeur, et qui fait toujours l'objet d'une attente d'arbitrage. C'est celui qui vise le volet qui vise à ouvrir l'accès à l'aide à mourir. Sous certaines conditions, le patient pourrait alors se voir prescrire un produit létal sous réserve d'une décision médicale collégiale. Thomas. Évidemment, c'est la question centrale. Sous quelles conditions cette aide à mourir pourrait-elle intervenir? Voici les pistes qui sont avancées pour l'heure. Le patient devrait être atteint d'une maladie incurable, avoir un pronostic vital engagé avec des souffrances physiques insupportables. La personne ne devrait être dotée d'une volonté libre et éclairée. Si elle ne peut pas se donner la mort physiquement, alors le projet de loi pourrait permettre l'intervention d'un professionnel de santé ou d'un proche. Mais bien entendu, toutes ces définitions essentielles, elles sont en négociation au sein même de l'exécutif. Emmanuel Macron qui hésite visiblement, Thomas. Seule vraie piste, pour l'instant, a priori écartée, l'idée de passer par le référendum pour aller vers ce projet de loi. Cette piste avait pourtant été évoquée par Emmanuel Macron lui-même en avril 2022 afin de trancher cette question de société. Mais on sent désormais une réticence au sein du gouvernement. Écoutez, la ministre en charge de ce dossier, Agnès Firmin-Le Bodo, sur notre antenne, c'était il y a 15 jours. Sur un sujet comme celui-là, la question à poser, à répondre par oui ou par non, n'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on parle juste d'une évolution du principe parce que c'est un sujet de société, c'est clairement un sujet de société, et les nombreux débats que je fais, auxquels je participe, et je vais encore en continuer à faire, me montrent à quel point je crois que la société est vraiment prête à évoluer, mais tout le monde s'interroge, et c'est légitime. Enfin, je voulais évoquer une dernière piste dont on parle en coulisses. C'est l'idée de proposer au Parlement un texte à minima, sans l'aide active à mourir, et laisser députés et sénateurs trouver un équilibre sur le projet de loi lorsqu'il arrivera au Parlement. Merci beaucoup, Quentin. Alors, je me tourne évidemment vers vous, Corinne Imbert. C'est ce que vous demandez finalement, que ce texte soit quasiment écrit par les parlementaires, sans qu'on vous donne là une ligne directrice trop rigide? Vous connaissez l'attachement du Parlement. Hein. Oui. Mais non, mais on pourrait dire aussi que le président de la République c'est très trivial ce que je veux dire, mais vous refile la patate chaude. Vous voyez c'est peut-être ce qui lui fait peur aussi. Oui. C'est peut-être ce qui lui fait peur. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le texte à l'heure qu'il est. On devait l'avoir avant la fin de l'été. On voit bien les hésitations. Et ça s'entend. Le sujet est difficile. Oui. Ça doit être, vous l'avez rappelé, les sondages vont en faveur d'une aide active à mourir. Pour autant, la discussion, et même si c'est un sujet sociétal difficile, c'est quand même lui qui l'a mis sur la table. Je pense qu'il ne sait plus comment s'en sortir. Il y a quand même, dans ce texte, on vient de le voir avec Quentin, il y a à la fois le développement des soins palliatifs et puis la question de l'aide à mourir. Il y a un collectif qui représente plusieurs centaines de milliers de professionnels de santé qui s'est dit choqué par ce mélange des genres, oui. Denis Laval. Est-ce que vous aussi ça vous choque que ce soit dans le même texte? Ben non, je pense que c'est absolument indispensable que ce soit dans le texte, bien sûr. Pourquoi? Mais vous savez, parce que c'est le problème de la fin de vie. La fin de vie ne se saucissonne pas. On a tendance à voir les problèmes les uns après les autres. La régulation palliative, d'un côté, il y a ceci. Non, le malade choisit. C'est lui qui est le maître de la situation. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et je suis très étonné, pour reprendre ce que vous dites, que le président de la République n'ait pas saisi la situation qu'il y a eu au mois d'avril 2021, où il y a eu au Parlement le projet dans une niche parlementaire de Olivier Falorni, où tous les parlementaires se sont levés et lui ont fait une ovation debout. Il n'y a eu que 40 personnes qui étaient contre, il y a eu 4000 amendements. Il avait l'occasion rêvée pour laisser le Parlement continuer à travailler. Ouais. Et je n'ai pas compris personnellement pourquoi on n'a pas été au-delà. Alors justement, on va essayer d'analyser ça avec vous, Laetitia. Je vous propose d'abord d'écouter le président de la République. On est juste après la convention citoyenne, parce qu'il a aussi convoqué c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, et puis ensuite il y a eu cette convention citoyenne sur la fin de vie. On écoute Emmanuel Macron.
je demande au gouvernement, en lien avec les parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, qui, avec leur conférence des présidents, auront à faire ce travail transpartisan, de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Fin de l'été 2023, évidemment. Bon, voilà, on est quelques mois plus tard. Pourquoi, Laetitia, Emmanuel Macron tarde-t-il à donner son feu vert? La nouvelle échéance, il l'a donnée, c'est la fin du mois de décembre. Donc c'est dans quelques semaines. Pourquoi il tarde? Écoutez, c'est la question que se pose toute la majorité, Thomas. On ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron tergiverse alors qu'il a le texte de Mme Firmin Lebaudot, la ministre chargée des professions de santé, depuis 2 mois presque sur son bureau. Et elle attend, voilà, Agnès Firmin Lebaudot, elle attend depuis plusieurs mois d'avoir un projet de loi à défendre. Donc, peut-être première piste que je vous propose, le timing. Ça va être compliqué, comme je vous disais, avant la fin décembre. Quand on interroge l'Élysée, il dit pourtant, tous disent ce sera fin décembre. Or, le 13 décembre, il faut quand même qu'il y ait l'aval du Conseil d'État. Le 13 décembre, il y a l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donc, il reste la date du 20 décembre. Est-ce que c'est une bonne date, juste avant Noël, pour un projet sur la fin de vie ? Pas si sûr. Et puis, il y a aussi la forme, Thomas, qui freinerait le président. Est-ce qu'on est encore en train de se demander s'il faut parler de suicide assisté ou d'euthanasie? Et ça a fait l'objet, notamment, d'une passe d'armes dans la dernière réunion interministérielle sur le sujet la semaine dernière, apparemment qui a été mouvementée, parce qu'il y a encore des résistances dans la majorité. Par exemple, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, est contre une nouvelle loi. Et elle fait partie de ce camp qui pense que la loi actuelle suffit si elle est bien appliquée et laisse beaucoup de possibilités. Alors il y a des résistances internes dans sa majorité et puis Emmanuel Macron craint peut-être aussi la réaction d'autorités morales. C'est ce qui se murmure en tout cas dans son cercle très proche, c'est-à-dire qu'il a reçu plusieurs responsables religieux et tous, le dernier en date, c'est vraiment il n'y a pas très longtemps, c'était le grand rabbin Haïm Korsia, tous sont contre. Et donc, ça freinerait, encore une fois, le président de la République. Mais, on l'a dit, c'était l'une de ses promesses de candidat. Il veut quand même proposer une loi, un chantier pour la fin de son quinquennat? C'est là que le bas blesse, parce que selon mes sources, qui sont diverses, variées, proches du pouvoir, elles sont toutes unanimes. Emmanuel Macron, dans le fond, serait contre une évolution de la loi, contre une nouvelle loi, et Brigitte Macron, son épouse, également. Je vous parle là de leur intime conviction, donc évidemment ce ne sera jamais mis à jour. La question qui se pose, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron finalement a lancé ce chantier parce que, vous le disiez tout à l'heure, 9 Français sur 10 le veulent. Est-ce qu'il l'a fait parce que c'était poussé par le peuple? Et c'est un casus belli pour Emmanuel Macron finalement. Et c'est pour ça qu'il tergiverse. La question qu'il se pose, elle est simple. Faut-il faire cette loi pour répondre à une demande populaire alors que lui-même est intimement convaincu du contraire? Et je vous propose encore cette question de façon un peu plus large en guise de conclusion de mon édito. Dans un régime présidentiel, un président peut-il lancer un chantier aussi fondamental que celui de la fin de vie alors que lui-même est contre, voire est pétri de doutes? Ouais. Ça pose une question qui est... on parlait de pouvoir, Denis Lamel. Est-ce que c'est la décision d'un seul homme? Parce qu'on a l'impression que on est dans ce moment particulier. Le destin de ce texte dépend d'un seul homme, le président de la République. Alors qu'il y a eu la Convention citoyenne sur la fin de vie, alors qu'il y a eu beaucoup de consultations auprès de la ministre, etc., etc. On oublie un petit peu que nous sommes dans une république laïque. Pour moi, laïque, ça veut dire tolérance. C'est-à-dire qu'on tolère les religions, toutes les religions, et ceux qui ne sont pas croyants. Or, si on n'étudie pas le problème de la fin de vie à la lumière de la laïcité, en effet, on tombe dans les blocs idéologiques. Et à ce moment-là, on se laisse influencer par l'un ou par l'autre. Non. Et on est dans une république laïque où il faut étudier, voilà, qu'est-ce qui correspond à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Et il n'est pas normal que le pouvoir religieux, en l'occurrence, pèse de tout son poids dans l'évolution de cette loi. C'est son droit de se manifester, c'est tout à fait sa responsabilité de dire ce qu'il pense, mais en Belgique, ils se sont retirés du débat. Ils ont dit, voilà, nous allons donner notre avis, maintenant, c'est à la société de se prononcer. Et la France reste tout de même avec un poids religieux, multireligieux,
très lourd. Moi, j'ai été au repas du président de la République, j'étais le seul par rapport à tous les représentants des religions monothéistes qui tous étaient d'accord. C'est extraordinaire, c'est la première fois que j'ai vu toutes les religions monothéistes sur un même point d'accord. Mais voilà, je pense que nous sommes dans une république laïque ouverte. Et ça, il faudrait que le président de la République ne l'oublie pas. Alors, ce poids des religions, il s'exprime, notamment l'Église catholique. Je vous propose d'entendre Éric de Moulin-Beaufort, qui préside la conférence des évêques de France. C'était le 8 novembre dernier, lors de leur assemblée plénière. Nous lançons un appel pour redire notre inquiétude non moins grande devant le projet de loi en préparation concernant la fin de vie. Une société humaine doit être fraternelle pour tous et pour toutes jusqu'à la fin de la vie et promouvoir l'aide active à vivre tout en se gardant d'un certain goût pour la mort inhérent à notre humanité marquée par le péché. Emmanuel Macron qui a également rencontré le pape François à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était à Marseille à la fin de l'été. Corinne Imbert, est-ce qu'il cède aux arguments finalement des religieux, des religions monothéistes et notamment de l'Église catholique? Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est. Toutes les religions sont exprimées. Nous avons auditionné dans le cadre de notre mission au Sénat. Elles ont effectivement été unanimes et se sont prononcées contre. Pour autant, elles ne participent pas au vote demain si le texte est débattu au Sénat. Par contre, je pense qu'il a ses propres convictions et qu'il est piégé. Et il est piégé par la Convention citoyenne. Parce qu'il a déjà fait la Convention citoyenne sur l'environnement. Il a reçu 150 et quelques propositions, il en a retenu une. Faire une autre, organiser une autre... C'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse la responsabilité de ce ratio. Mais c'est ce qu'il... Enfin, ouais. Bon, il organise une autre convention citoyenne. S'il n'avait pas été à l'écoute, on lui aurait dit à quoi bon organiser des conventions citoyennes, bien que ça ne sert à rien, le peuple n'est pas écouté. Ouais. Même si, contrairement à ce qui a été dit, elle n'a pas complètement été tirée au sort. C'est 2000 personnes qui ont été tirées au sort. Parmi les 2000, les 150 ou 170 ont été choisis. Aussi. Mais il est piégé. Il est piégé par sa promesse, il est piégé par la Convention citoyenne, et ça ne correspond pas à ses convictions. Alors oui, est-ce que le pouvoir, c'est le choix d'un homme, ses convictions personnelles? C'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Et je pense qu'ensuite, l'autre piège qui peut l'attendre, c'est le vote du Parlement et de ce que sera le texte sorti du Parlement. Oui. Et après, je veux bien vous entendre sur ce que vient de nous dire Denis Labache, sur la République laïque. Est-ce que le poids finalement des religions n'est pas trop important dans une République laïque, dans un débat comme celui-là? Par rapport à la laïcité, la laïcité n'exclut pas non plus les religions. Non. Ah ben non. Voilà. Alors, est-ce qu'il est trop important, pas assez important? Mais en tout cas, pourquoi ne pas les auditionner? Pourquoi ne pas écouter leur avis? Je ne dis pas qu'il ne faut pas les auditionner. La question, c'est est-ce qu'ils ne pèsent pas trop? Voilà. C'est ce que je reprends l'argument de parmi les arguments justement de l'Église catholique que j'ai pu trouver là en préparant l'émission cet après-midi, il y a cette idée, Valérie Depatte, de dire attention, on est dans une extension du domaine de la violence légitime. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une violence. Voilà. Pour moi, la violence n'a pas la place dans le raisonnement. La violence ressentie par les personnes, c'est pas être entendu d'une façon ou d'une autre, pas être respecté dans leur volonté, dans leur personne. Ce qui est violent, c'est de ne pas pouvoir accéder à des soins palliatifs quand on en a besoin. Ça, c'est violent. Oui, mais sinon, non. D'ailleurs, il y a une question... En revanche, oui, je crois que c'est un texte qui va être particulièrement difficile à écrire, parce qu'il ne suffit pas d'acter la volonté des Français. 9 sur 10, ça, tout le monde l'a compris. Mais il va falloir l'acter dans la grille de notre droit et de nos grands principes. Déjà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que ça ne se fera pas sans les médecins. Voilà, il va bien falloir trouver un consensus. Oui, parce que tous les certains médecins accepteront d'accompagner, ils le disent, leurs patients jusqu'au bout. Mais ceux qui refusent vont aller chercher les autres. Non. On ne va pas faire des euthanators. Enfin, je veux dire, c'est pas les médecins qui acceptent d'accompagner leurs patients qui accepteront d'accompagner tous les patients. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire des endroits... On ne va pas non plus sanctionner les médecins qui refuseraient de la pratiquer. Pas du tout. Je dis juste que c'est très compliqué, très difficile. Maintenant, on trouvera, je compte sur vous. Je voudrais juste dire une chose. La violence, c'est la maladie. C'est ça, la violence. C'est la souffrance.
c'est ce qu'on voit au jour le jour. C'est ça qu'on est obligé de traiter. Allez-y, oui. Non, mais et puis, si toutefois le texte était dans le sens d'une aide active à mourir, après, on le voit dans d'autres pays, c'est les extensions des situations qui correspondraient pour les patients à la possibilité de demander cette aide active à mourir. Là, vous l'avez vu, des personnes majeures. Mais la question de l'aide active à mourir chez des mineurs se pose et existe dans certains pays. Vous voyez, et on met un pied, et puis jusqu'où ça s'arrête. Moi, j'avais été frappée lors de nos auditions par un philosophe qui nous a... Mais les choses sont assez simples. Il suffit de légiférer dans 3 grandes situations, et dans l'ordre. Les personnes lourdement handicapées, les personnes atteintes de maladies incurables et l'extrême vieillesse. Vous voyez qu'on ne parle plus que de maladies incurables. On voit tout de suite vers quoi ça pourrait ouvrir. Donc vous dites attention à une dérive potentielle. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Eh ben, je dis que les dérives, elles sont aujourd'hui là. Parce qu'on parle toujours de la dérive possible de l'aide active à mourir. Mais on ne parle pas de la dérive de la vie coûte que coûte. De l'acharnement thérapeutique. L'affaire Lambert, l'affaire Alain Koch, qui est depuis 36 ans grabataire, et on lui dit non, monsieur, il faut attendre encore un petit peu. Ce sont des dérives de ceux qui soutiennent la vie coûte que coûte. Et ça, on n'en parle pas. Mais c'est épouvantable. On oublie de dire qu'on ne répond pas à la demande de ses patients. Alain Koch, justement, il est mort en 2021 par suicide assisté. Il a dû aller en Suisse, effectivement. 35 ans d'une maladie incurable. Il avait écrit une lettre, non seulement au président de la République, mais aussi au gouvernement, aux parlementaires français. Et il avait été interviewé par l'AFP 2 mois avant sa mort. Je vous propose de l'entendre. Dans les facs, depuis 50 ans, on leur enseigne que la mort est un échec du médecin. C'est pas le cas. Ça fait partie du cycle de la vie. Le cycle de la vie n'est pas un échec. Le rôle d'un médecin, c'est d'accompagner le patient dans ses pathologies, de le guérir quand il le peut et de soulager quand il ne peut plus. Valérie Depade, je vais vous laisser le mot de la conclusion. Il nous reste 30 secondes. Vous avez parlé des médecins, ça ne se fera pas sans les médecins. Est-ce qu'il faut aussi les former un peu différemment sur ces questions ? Certainement, certainement. Maintenant, pour ce qui est des dérives, je suis sans doute naïve, mais je fais assez confiance à notre système. À notre système juridique qui, notamment en bioéthique, en biomédecine, a déjà fait ses preuves. Donc je pense qu'on trouvera un modèle français. Merci beaucoup. On va terminer sur cette note optimiste. Je rappelle, Denis Laballe, le titre de votre livre, Le médecin, la liberté et la mort, livre qui est publié aux éditions Plomb. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Et puis notez que demain, l'invité de la matinale d'Oriane Mancini sera le général Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci.